Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous déplacer ce soir, effectivement, pour débattre d'un sujet que l'on ne débat pas très souvent, effectivement, le déchet. Donc, nous sommes sur notre troisième réunion. Effectivement, la première se tenait à Missillac mardi soir, hier soir, donc à Saint-Gildas-des-Bois, et donc cette troisième réunion à Pontchâteau. Donc, je remercie sincèrement la ville de Pontchâteau de nous mettre à disposition cette salle. Merci, Denis. On a aujourd'hui effectivement cette troisième réunion. Si vous vous souvenez, en tout début effectivement d'année, on vous avait dit que l'année 2021 serait l'année du déchet. Et effectivement, on a tout d'abord commencé au 1er janvier effectivement de cette année par la mise en place de ce qu'on appelle la collecte extension de consigne de tri, et donc avec la dotation des conteneurs. Et en septembre, on a mis effectivement la C05, c'est-à-dire la collecte des déchets tous les 15 jours. Donc on a, au travers de ces 3 réunions que l'on propose, qui d'ailleurs, et c'est une première ce soir, donc elle va être en visioconférence, donc vous donnerez plus d'explications, Madame Leger, tout à l'heure, va nous permettre effectivement de relayer à la fois ce qui est fait et les perspectives. Si on a souhaité effectivement organiser ces débats, c'est à la fois, je dirais, pour vous informer, vous faire part un peu des démarches, vous donner les enjeux, en sachant et vous le verrez tout au long de la soirée, le faire tout en transparence et en vérité. Donc, comme tout débat, on va vous faire des apports. Et ce qui nous intéresse, c'est à la fois, effectivement, les échanges que l'on peut avoir, et n'hésitez pas à la fois à faire part de vos remarques. Donc, on va d'abord se présenter. Donc, je m'appelle Didier Pécaud, maire de Sévérac et vice-président en charge du service déchets. Sur la première partie qui va vous être présentée tout à l'heure, donc qui est une présentation effectivement de l'organisation du service et de la gestion des déchets. Et on aura également, je dirais, une information concernant la réglementation qui est à la fois nationale, qui sera donc faite par Madame Leger Marie, donc de l'agence TACT. On fera une pause pour avoir un premier échange avec vous. Et dans un deuxième temps, on verra sur les coûts du service, effectivement, des choses sur lesquelles on veut vous préciser les perspectives. Et cette deuxième partie vous sera présentée par Clémence Froger, responsable du service déchets. Sans plus attendre, je vous propose de commencer ce débat. Madame Leger, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est de vous dresser un panorama un peu de la gestion des déchets en France, de partager un peu les enjeux, les constats et puis où on en est sur la communauté de communes de Pontchâteau, présenter les modalités qui vont être mises en œuvre sur le territoire pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, les mesures qui sont mises en place pour réduire les déchets. Et puis, bien évidemment, ces temps d'échange, c'est surtout pour avoir vos retours, répondre à toutes vos questions et puis avoir le temps du débat, le temps des propositions, des suggestions et des bonnes idées qui pourraient émaner. Donc la particularité, c'est ça, c'est que cette réunion, elle est retransmise en direct via une plateforme disponible sur le site de l'intercommunalité. Donc ça veut dire que vous êtes susceptible d'être filmé quand vous posez des questions. Et du coup aussi, ça veut dire que quand vous posez des questions, pour que les gens qui suivent à distance puissent bien entendre les questions, il faut attendre qu'on vous donne un micro, même si effectivement on n'est pas nombreux et qu'on pourrait s'entendre. C'est important d'attendre pour que les gens qui suivent à distance puissent bien avoir tous les éléments. Je dis à ceux qui nous suivent à distance qui peuvent poser des questions via la plateforme, je les reçois en direct et donc je les pose aux intervenants. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Toutes les questions seront reçues et traitées. Donc une fois faite cette petite introduction, vous présentez l'état des lieux de la gestion des déchets en France. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de gestion des déchets ? Chacun d'entre nous voit très bien la collecte en porte-à-porte et ce que chacun met dans son bac, et puis les points d'apport volontaires et la déchetterie. Mais le parcours du déchet, c'est effectivement toute la collecte. Donc en porte-à-porte pour les bacs noirs, les bacs jaunes, en point d'apport volontaire pour le papier et le verre, et puis en déchetterie. Et après cette phase de collecte, il y a évidemment toute la suite du parcours des déchets qui commence. Donc ça commence par des quais de transfert, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de massifier les déchets pour ensuite envoyer les déchets dans les différentes filières. Et les différentes filières, c'est la première d'entre elles, c'est l'enfouissement. L'enfouissement, c'est
le contenu du bac noir et le tout venant de déchetterie qui part à l'enfouissement. C'est évidemment ce qui a le plus d'impact sur la planète et c'est quand on n'a pas d'autre solution. Donc c'est un échec et c'est évidemment la part qu'il faut réduire dans les années à venir. Et puis après, il y a le centre de tri pour tout le contenu du bac jaune. Et là, les déchets sont triés pour être ensuite recyclés, envoyés vers de nouvelles filières et être réutilisés. Le verre est également recyclé, ça depuis quelques années, et encore, toutes ces filières progressent, se mettent en place. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter cette part de recyclage et de réduire la part d'enfouissement. Si on met quelques chiffres derrière ce parcours des déchets pour se rendre compte de la situation dans l'intercommunalité, on voit que les déchets produits par an et par habitant, les kilos de déchets produits par habitant, le premier poste, c'est le poste de la déchetterie. C'est ce qui part en déchetterie. On imagine que c'est beaucoup la collecte en porte-à-porte, mais c'est uniquement le deuxième poste. Les ordres de grandeur, c'est que en déchetterie, c'est 466 kilos par habitant et par an. Les ordures ménagères, c'est 171 kilos par habitant et par an. Et puis après, les 3 autres postes, du papier, des journaux pour 17 kilos, le verre pour 53 kilos et 23 kilos d'emballage ménager. L'objectif, je répète, c'est de réduire cette part qui part à l'enfouissement et donc les ordures ménagères et augmenter la part d'emballage. Donc s'agissant de la gestion des déchets, en 2015 a été votée la loi de transition énergétique. Donc la loi de transition énergétique couvre tout un tas de sujets, mais celui des déchets en fait partie. Et cette loi qui a été votée en 2015, elle fixe des objectifs très très ambitieux pour la gestion des déchets. Ces objectifs, ils disent notamment que par rapport à 2010, là c'est l'année de référence, il faut que d'ici 2025, ce qui part à l'enfouissement soit réduit de 50%. Donc on voit bien que la marche est haute, que ça nécessite des efforts de toutes parts, et des collectivités, et évidemment du législateur, et puis évidemment des citoyens. Le corollaire de cet objectif de réduire de 50% la part qui va en l'enfouissement, c'est d'augmenter énormément la part du recyclage. Donc le chiffre, c'est d'ici 2025, arriver à plus 65% de recyclage. Donc ça passe par tout un tas de mesures, dont celle qui est à l'œuvre depuis le 1er janvier sur votre territoire, qui est l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire mettre tous les emballages dans le bac jaune. Donc ça, c'est rendu possible par des centres de tri plus performants et par des filières de plus en plus capables de gérer ces emballages. Et donc, tout ça contribue à l'objectif d'atteindre, d'ici 2025, plus 65% de recyclage. Et puis enfin, un dernier enjeu qui paraissait important de partager, toujours dans l'objectif de réduire cette part qui part à l'enfouissement et ce qu'on met dans le bac noir, c'est que d'ici au plus tard, au 1er janvier 2024, il faudra une solution pour trier 100% des biodéchets à la source. Donc les biodéchets, c'est tout ce qui est fermentescible, ce qui peut partir au compost. Et donc l'objectif, c'est que les collectivités proposent des solutions pour que chacun puisse trier ses déchets à la source. Donc tous ces objectifs, ils visent évidemment, ils répondent à un enjeu environnemental majeur qui traverse beaucoup de politiques publiques aujourd'hui, qui est l'enjeu environnemental de diminuer l'impact de l'homme sur la ressource sur la planète. Et puis s'agissant de la gestion des déchets, il y a aussi un enjeu majeur qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à tout le flux de transport, que ce soit dans la collecte et puis ensuite dans le parcours des déchets, liés au transport des déchets. Où on en est au niveau de l'intercommunalité dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, comme je disais, cette loi elle a été votée en 2015. Les chiffres, c'était ceux de 2010. Et donc, le premier palier, c'était entre 2010 et 2020, un objectif de réduire de 10% les déchets ménagers. Sur l'intercommunalité, entre 2010 et 2020, c'est 3% de réduction des déchets ménagers. Donc, on voit que l'objectif n'est pas atteint. Et puis, la marge d'après de 2025, elle est encore plus importante. Ça veut dire quand même qu'il y a une diminution des déchets. Ce n'est pas le cas sur tous les territoires français. Néanmoins, ça montre que le chemin à parcourir est encore long. Et sur cette partie-là, il y a un point de vigilance qui est important, c'est qu'il y a une hausse constatée des volumes
enfouis, des tonnages enfouis entre 2010 et 2019, une hausse de 35%, notamment liée à l'augmentation des tout venants en déchetterie. Au total, sur l'intercommunalité, c'est 40% des déchets qui sont enfouis en collectivité. Donc, je répète, ce qui est enfoui, c'est le bac noir dans son intégralité et le tout venant de déchetterie. Donc ça passe effectivement par, on le verra plus tard dans les mesures mises en œuvre, mais par réduire ce qu'on met dans le bac noir, plus de tri, plus de déchets dans la poubelle jaune, et puis après la solution de trier les biodéchets. L'intercommunalité a fait une petite vidéo qui retrace un peu tout ce parcours des déchets, qui traite bien de tous les enjeux et les actions qui sont mises en place. On vous propose de la diffuser, ça dure quelques minutes et c'est vrai que c'est intéressant pour finir ce panorama des objectifs, des enjeux nationaux, des objectifs réglementaires et puis de là où on en est sur cette communauté de communes. Depuis le 1er janvier 2021, tous les emballages sont à mettre en vrac dans le bac sans exception. Avec l'extension des consignes de tri, les emballages qui allaient dans le bac noir vont désormais dans le bac jaune. Ce mécanisme permet de réduire le poids des ordures ménagères de 4 kg par an et par habitant. Depuis la mise en place de l'extension des consignes de tri, 70% des habitants du territoire ne présentent plus systématiquement leur bac noir au moment de la collecte ou le présentent à moitié vide. Ainsi, le rythme de collecte sera adapté courant du second semestre 2021, avec un passage tous les 15 jours respectivement pour les bacs noirs et les bacs jaunes. Mais alors, pourquoi ma facture n'est-elle pas divisée par 2 ? Tout d'abord, rappelons que la redevance des ordures ménagères et assimilées concerne non seulement la collecte en porte-à-porte, mais aussi les apports en déchetterie sans limite du nombre de passages, ainsi que les points d'apport volontaires pour le verre et le papier. Par ailleurs, le service ne concerne pas que la collecte. Il implique également le traitement des déchets et leur valorisation, qui constituent des investissements importants pour la collectivité, comme la main-d'œuvre, les infrastructures ou encore la logistique. À cela s'ajoute la taxe de l'État sur les déchets polluants qui augmente régulièrement. Tout ceci est financé grâce à la redevance. Réduire la quantité d'ordures ménagères est un réel enjeu, car une fois les déchets collectés, c'est tout un circuit qui se met en marche. Tandis que le contenu des bacs jaunes est amené en centre de tri, pour être ensuite recyclé en matière première qui servira à fabriquer de nouveaux produits, le contenu du bac noir est quant à lui apporté en installation de stockage, où l'on procède alors à son enfouissement. Autrement dit, plus on trie, moins on enfouit. La planète et nos enfants nous disent merci. Et parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, il existe des bons gestes. Privilégier les gros contenants ou les contenants réutilisables, éviter les produits suremballés, faire soi-même ou encore acheter en vrac. Voilà le premier temps qu'on voulait avoir avec vous pour dresser un peu ce panorama et partager avec vous les enjeux de la gestion des déchets au niveau national et au niveau de Pontchâteau. Peut-être on prend un temps pour répondre à vos questions. Est-ce que à ce stade il y a des questions, des réflexions, soit sur la compréhension de ce que je viens d'expliquer ou des remarques à ce stade? On a quelques questions. Il y a des micros qui vont être dans la salle. Déjà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur ce monde du déchet, ou que j'ose transposer et éclairer, effectivement. C'est un peu comme l'iceberg, effectivement. On envoie une partie, mais derrière, il y a tout le process, effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fois de compréhension pour bien comprendre et repréciser les choses. Lorsqu'on parlait de la baisse du volume des déchets de ces 3%, c'est 3% par foyer ou c'est 3% au global ? On est aujourd'hui 3% par foyer, effectivement. Et dans le même temps, effectivement, c'est les orientations. On est aujourd'hui sur une augmentation de ce qui est enfoui. Donc, repréciser les choses, effectivement, ce qui est enfoui aujourd'hui, c'est bien le conteneur gris, qui au 1er janvier de cette année était plutôt sur une quantité d'environ 170 kg par habitant et par an, mais les tout venants. Et c'est là où ça nous pose une réelle difficulté aujourd'hui, c'est que les tout venants, par contre, sont en forte hausse depuis de nombreuses années. Tout venant, je pense que ça parle à tout le monde. Quand on va en haut de quai, effectivement, c'est le conteneur, effectivement, où on ne sait plus où, effectivement, se mettre en verre, en papier, carton, et différentes matières, ferraille également. Et le tout venant, malgré tout, c'est le dernier conteneur où on peut mettre. Alors, j'ai des questions qui viennent en ligne. Une de Madame Lebert qui demande comment s'assurer du bon tri des recyclables.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur les consignes de tri, tous les emballages et notamment tous les emballages en plastique alimentaire vont dans le bac jaune. Pour s'assurer, alors on a différents outils à la communauté de communes, je pense notamment au guide de tri, où on a des mémo-tri également qui permettent de connaître et de savoir où vont les déchets et notamment où vont ces déchets, ces nouveaux déchets qui sont liés aux extensions de consignes de tri. Donc, ce qui est important à retenir sur la nouveauté depuis début 2021, c'est vraiment sur les emballages alimentaires et notamment les emballages alimentaires plastiques sur lesquels maintenant on peut les mettre donc en vrac dans le bac jaune. Donc, j'enchaîne, même s'il y a des questions dans la salle, puisque j'ai une question qui est aussi en lien. C'est quelqu'un qui fait la réflexion qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias de la faible part du recyclage concernant le tri. Et donc, qu'en est-il réellement sur la communauté de communes et quelle est la part du recyclage effectif ici ? Donc, pour continuer sur cette question, effectivement, les consignes de tri aujourd'hui sont faites à la fois pour simplifier le geste de tri, mais aussi dans un objectif d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a beaucoup entendu parler, l'intégralité des plastiques aujourd'hui n'ont pas de filière de recyclage. Pour autant, alors des chiffres nationaux, 65% aujourd'hui des plastiques qui sont sur le marché ont une filière de recyclage, 15% ont une filière en voie de développement. Donc il y a de la recherche et développement qui est fait sur ces filières-là, justement pour trouver des débouchés. Et 20% n'ont pas encore d'avenir entre guillemets de recyclage. Alors pourquoi est-ce que la consigne de tri demande de mettre l'intégralité des emballages ? C'est aussi parce qu'à un moment, pour pouvoir créer une filière, on a besoin d'un gisement. Et dans ces 15% qui aujourd'hui n'ont pas de filière de recyclage, eh bien, on a besoin de ce gisement-là pour pouvoir derrière créer la filière. Donc d'où le fait qu'effectivement, on a ce qu'on appelle donc du refus de tri en centre de tri, qui est à peu près à la hauteur aujourd'hui de 20% sortie de centre de tri. Des précisions peut-être sur le refus de tri, malgré tout. Quel est son devenir ? Tout à fait, parce que c'est vrai quand on pense refus de tri, on peut penser enfouissement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on est sur un centre de tri à Ploufragan, à côté de Saint-Brieuc. Et le refus de tri donc, ne part pas en incinération. Il y a notamment 2 filières, alors si je puis dire, de valorisation, mais du moins qui n'est pas une filière d'élimination. Donc, les plus petits déchets qui n'ont pas pu rentrer en fait dans le système de centre de tri. On retrouve souvent des petits déchets qui sont donc des fibreux, du papier ou du carton, partent sur une plateforme de compostage, là où les autres déchets partent donc en CSR, en combustible solide de récupération, qui est aujourd'hui une filière de valorisation de la matière qu'on ne sait pas recycler. Et peut-être une précision, effectivement, aujourd'hui, le traitement de cette collecte sélective, effectivement, aujourd'hui, c'est Ploufragan, effectivement, qui nous l'assure. Et à horizon, je dirais 2024, aujourd'hui, on s'est réunis avec 12 autres collectivités, et il se fera un peu après Cholet, à Loublande précisément, sous l'appellation Unitri. Donc là aussi, c'est une démarche qu'on avait engagée lors du précédent mandat, 2014-2020, pour arriver aussi à massifier de telle manière, je dirais, qu'on a un portage qui soit public de cette structure pour arriver, dans la mesure du possible, de maîtriser ses coûts effectifs. Il y a une question devant. Dans votre présentation, on ne parle absolument pas d'incinération et de valorisation thermique. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des projets de développement en Bretagne ou à proximité pour justement limiter l'enfouissement et améliorer la valorisation thermique ? Ouais, je vous remercie de la question parce qu'elle fait appel aussi à l'histoire effectivement du traitement de nos déchets. Dans les années 95-2000, effectivement, nous nous sommes rapprochés de la communauté de communes de Nozay qui avait fait le choix de l'enfouissement de ces déchets. Donc on dit enfouissement de déchets, je le rappelle, c'est le conteneur gris et le tout venant. Et à l'époque, on s'est réunis avec 4 autres collectivités, donc nous formons aujourd'hui 5 intercommunalités pour à peu près 160-165 000 habitants. 95-2000, c'était l'époque où, à ce moment-là, je dirais l'enfouissement
amenait, je dirais, à des contrôles environnementaux les plus encadrés. Donc on a fait ce choix-là effectivement en 95-2000 et il s'avère que le centre, c'est à Tréfieux précisément qu'il est aujourd'hui enfoui l'ensemble de ces déchets-là, va fermer à horizon fin 2025. Donc fin 2025, dans des projets de cette taille, de cette dimension, c'est demain. C'est-à-dire que ça va très très vite. Donc, nous sommes aujourd'hui en cours de réflexion, des réflexions qui vont sans doute être élargies au-delà peut-être de notre structure de 5 intercommunalités pour pouvoir, j'irais, peser et avoir une taille suffisante. Donc pour le moment, nous n'avons aucune incinération. On appelle ça aujourd'hui les unités de valorisation énergétique, mais c'est dans les réflexions en cours. Alors du coup, j'avais une question auquel vous avez répondu, mais je la précise, c'est où sont enfouis les déchets de Pontchâteau, donc c'est bien à Tréfieux. C'est à Tréfieux. Et une question de compréhension sur ce qui a été dit. Que sont les CSR et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, les CSR signifient du combustible solide résiduel. Donc on peut, à partir soit du tout venant notamment, extraire une fraction qui, une fois retravaillée, peut être générée et valorisée dans une chaudière. Donc ce sont des tests aujourd'hui qui sont réalisés pour pouvoir récupérer la partie énergétique la plus intéressante. Est-ce qu'il y a... Voilà, il y a une question. Bonsoir. 2 questions en fait. Une question sur le compostage. Où en est la communauté de communes au niveau des composteurs? Est-ce qu'elle est capable de nous dire combien elle en a vendu, où elle les a vendus, quelle action elle compte mener là-dessus? Ensuite, pour la compréhension, nos bacs jaunes partent directement à Ploufragan ou ils passent par le centre de tri de Tréfieux? Alors, vous anticipez un petit peu la deuxième partie, mais c'est très bien. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous avions un traitement de notre collecte sélective qui se faisait à Tréfieux jusqu'en début d'année 2021 ou fin 2020. Ils vont aujourd'hui à Ploufragan parce que notre prestataire n'était plus en capacité, effectivement, de pouvoir les traiter convenablement à Tréfieux. Pour autant, et heureusement, ce ne sont pas nos bennes à ordures ménagères qui s'en vont à 120, 130 km d'ici. Ce serait un non-sens, effectivement. Et là aussi, c'est un des deuxièmes points qui ont été un virage très important qui a été pris au niveau du syndicat MITS, c'est la réalisation de ce qu'on appelle des quêtes transferts. Des quêtes transferts, très schématiquement, c'est un lieu de dépôt qui nous permet aujourd'hui d'acheminer nos bennes à ordures ménagères, de pouvoir les benner pour, grosso modo, mettre 3 bennes à ordures ménagères dans un gros camion pour limiter les coûts de transport. Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, cette collecte sélective va à Bouvron précisément pour ensuite être acheminée plus loin. Et la première partie de votre question sur les composts, on a des chiffres effectivement aujourd'hui. Oui, alors sur la vente de composteurs, alors sur l'année 2020, effectivement, il y a eu un coup d'arrêt avec le confinement, mais on est à peu près à plus d'une centaine de composteurs vendus par an. Donc c'est vrai que la collectivité, plus largement sur la solution de tri à la source du biodéchet, au vu de la typologie d'habitat, a fait le choix du compostage collectif. D'où le fait de cette aide à l'achat du composteur qui existe aujourd'hui. On sait que tous les foyers ne peuvent pas forcément accueillir un composteur individuel ou ne savent pas forcément que faire avec le compost. Donc l'objectif, et on travaille ça notamment avec la commission déchets, c'est de voir pour des composteurs collectifs, donc notamment dédiés à de l'habitat vertical, ou à des logements qui ne pourraient pas recevoir un composteur. On a fait alors une enquête aussi au moment de la distribution des bacs jaunes. On a demandé à la population, je ne sais pas si vous avez reçu cette enquête et répondu à cette question, à savoir s'il y avait ou pas un mode de compostage chez vous. Et donc, dans les résultats qu'on a aujourd'hui, on a 37% des foyers qui composteraient, alors d'une manière ou d'une autre, que ce soit en tas dans leur jardin ou via un composteur individuel. Je ne sais pas si votre question concernait également le compostage des déchets verts. Non, c'était vraiment sur la partie biodéchets. D'accord. Alors j'ai 2 autres questions qui viennent en ligne. Visiblement,
Alors, c'est des questions qui peut-être seraient plus pertinentes dans la suite, mais néanmoins, je pense que c'est important de les poser maintenant. Serait-il possible d'imaginer un logo ou un pictogramme qui serait affiché sur les devantures des commerçants volontaires et précisant que les clients de la boutique peuvent apporter leurs contenants? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est diverses études montrent que la tarification incitative accompagnée d'éducation à la réduction des déchets a un réel impact sur le poids des déchets. Pourrait-elle être mise en place sur le territoire? Sur cette deuxième question, je vous propose qu'on y réponde dans la deuxième partie, effectivement, mais on n'oubliera pas d'y répondre parce que ça sera l'objet, effectivement, de cette présentation. Peut-être sur la première partie, effectivement, on est déjà en marche, effectivement, sur l'identification. Notamment sur le travail avec les commerçants, effectivement, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur les déchets produits par les commerçants. Donc c'est tout à fait pertinent de pouvoir justement, parce que on le verra par la suite, mais le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, mettre en avant ces actions-là et notamment des actions qui visent à éliminer le déchet quand on va notamment faire ses courses, c'est tout à fait pertinent et intéressant. Oui. J'ai pas d'autres questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a une deuxième partie à vous présenter qui rentre un peu plus en détail. Est-ce que ça vous va? On enchaîne? Ne repartez pas avec vos questions, hein. Nous sommes là pour ça, donc n'hésitez surtout pas à poser ces questions. Oui, bonsoir. Les chiffres que vous avez donnés, vous notez ça par habitant ou foyer. Est-ce que le tonnage qui a été pris en référence prend en compte aussi les enlèvements de déchets, justement des commerces? Oui, alors effectivement, donc on appelle ça du déchet ménager assimilé, justement parce qu'aujourd'hui, la notion d'assimilé prend en compte les commerces qu'on collecte. Alors, on n'a pas de collecte dédiée, d'où le fait que ce soit assimilé, c'est-à-dire que c'est des collectes en porte-à-porte comme on collecte les usagers, ou alors ils ont accès aux mêmes déchetteries que les usagers. Mais effectivement, leurs tonnages sont bien compris dans les chiffres qui sont présentés. D'accord, donc ça gonfle légèrement un peu les chiffres ramenés à l'habitant. Tout à fait. Tout à fait, oui. D'accord, merci. Donc j'ai une dernière question en ligne, le temps que ceux dans la salle préparent leurs questions. Y a-t-il un projet de collecte des déchets végétaux compostables de cuisine pour les particuliers et les collectivités? Donc on pense plus biodéchets, effectivement. Exactement, c'est ça. Donc on a rappelé le cadre réglementaire, c'est que 100% des biodéchets doivent pouvoir être triés à la source pour ceux qui le souhaitent. Plus précisément, est-ce que vous voulez... À partir de janvier 2024. C'est ça, c'est janvier 2024, oui, voilà, c'est ça. C'est bien. Alors, les obligations qui vont être un petit peu avant, c'est ce qu'on appelle les gros producteurs, suivant un certain nombre de quantités. Donc c'est bien le défi, et on l'évoquait tout à l'heure, il y a une commission qui travaille au niveau de cette communauté de communes. Nous avons 2 ans pour nous préparer effectivement au traitement et effectivement sur ces biodéchets. Donc il s'agit nullement effectivement de recréer une collecte effectivement de ces biodéchets tels qu'on peut l'avoir effectivement sur les conteneurs jaunes et conteneurs gris. Ça générerait des coûts bien trop importants. Pour autant, nous sommes en lien aujourd'hui, je peux le citer, c'est une entreprise aujourd'hui telle que Compost Institut, où quelques collèges, quelques écoles aujourd'hui, dès lors, ont géré et organisé une mode de collecte directement au niveau des restaurations. Alors, c'est aujourd'hui seulement quelques unités qui sont faites. L'objectif est de pouvoir vulgariser plus largement, effectivement, auprès de ces collèges qui vont servir 700 et 800 repas jour, voire éventuellement l'élargir également à des entreprises. Et c'est tout le travail qu'on est en train d'engager aujourd'hui. Des entreprises de taille importante aujourd'hui qui ont des cantines, effectivement, avec des 150, 200 repas. Et il faut quand même savoir aujourd'hui que l'importance du biodéchet, c'est quand même 30% de la composition de notre conteneur gris. J'ai une question de Madame Seguela, qui est conseillère municipale à Sainte-Anne-sur-Brévée et qui demande si, au niveau des grandes surfaces, des choses sont-elles imposées par la législation pour réduire leurs emballages? Alors aujourd'hui, au niveau de la grande surface elle-même, il n'y a pas forcément de législation. C'est plutôt sur le metteur sur le marché. C'est-à-dire que
le concepteur est celui qui va créer le produit, donc qui va définir l'emballage, va devoir payer effectivement une taxe à ce qu'on appelle des éco-organismes, justement en fonction de l'emballage produit. Mais je profite un peu de cette question pour redire effectivement que le meilleur déchet, c'est bien évidemment celui qu'on ne produit pas. Et en tant que consommateur, nous sommes tous des consommateurs à un moment donné, d'où l'importance d'être très vigilant sur ce que l'on achète. Et bien évidemment, nous avons cette responsabilité, mais il y a aussi la responsabilité effectivement des distributeurs. Et on sait pertinemment que ça passera aussi par des décisions aussi réglementaires. Juste un exemple, effectivement, on connaît tous effectivement au niveau des appareils électroménagers le classement, je dirais, énergétique, énergie par rapport. Donc on a un classement qui va de A à G ou F. Aujourd'hui, le législateur, il a aussi proposé ce classement par rapport à une notion de réparabilité du produit. En clair, aujourd'hui, il y a un classement qui se fait aujourd'hui et la possibilité pour des réparateurs d'intervenir soit sur une prise d'un fer à repasser, de tout type d'équipement qui permet de fait de pouvoir redonner 2, 3, 4 années supplémentaires à ce produit-là, de telle sorte qu'on limite les déchets un peu plus. Donc, il y a à la fois, je dirais, dans nos comportements au quotidien, mais il y a aussi des décisions réglementaires qui devront être prises de plus en plus, effectivement, qui veilleront à la fois par rapport aux industriels aussi, et aussi aux centres distributeurs de pouvoir réduire le plus possible ces quantités. Ce que je vous propose, on aura un autre temps d'échange. Hein. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Donc, il y a deux parties. La première partie sur un enjeu majeur qui est évidemment d'équilibrer le coût du service et puis les leviers d'action qui sont mis en place pour atteindre ces objectifs. Donc, on va vous présenter, Clémence va vous présenter ces deux parties et puis après, on reprendra tout le temps nécessaire aux questions et aux remarques. Très bien. Donc pour commencer sur cet équilibre de service, il nous a paru pertinent de bien comprendre comment étaient traduits ces coûts du service et ce qu'ils représentaient. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la collecte des déchets représente 42% du coût du service, là où le traitement des déchets en représente 53%. Donc dans ces 53%, il y a un impôt que la communauté de communes doit verser à l'État sur chaque tonne de déchets enfouis. Donc, on ne le rappellera pas assez, mais le déchet enfoui, ce qu'il y a dans le bac noir et ce qu'il y a en tout venant de déchetterie. Donc, cet impôt, c'est la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, et elle représente 16% du coût du traitement. Une autre manière de pouvoir analyser ce coût du service, c'est de le voir par activité. Donc, on voit que la déchetterie, tous les flux qui émanent de la déchetterie entre la collecte et le traitement représentent 42% du coût, là où les OM qui sont collectés donc, en porte-à-porte représentent 38% du coût du service. Sachant que les 20% restants concernent notamment les déchets qui sont collectés donc, en point d'apport volontaire, qui sont le verre et le papier. Donc, il y a des coûts, mais évidemment, il y a des recettes, puisqu'on a un budget qui doit être à l'équilibre. Donc malheureusement, aujourd'hui, la revente des matières et le soutien des éco-organismes ne représentent que 15% des recettes du coût du service. Et donc par conséquent, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères représente 83% de ces recettes. Donc c'est là où on revient au soutien des éco-organismes et à la question de tout à l'heure. Donc les éco-organismes nous redistribuent, donc c'est bien les metteurs sur le marché qui payent une taxe aujourd'hui qui est redistribuée aux collectivités. Un point qui nous a paru important et auquel est confrontée aujourd'hui la communauté de communes, c'est donc cette fameuse hausse sur l'impôt qu'elle doit payer à chaque tonne de déchets enfouis. Donc cette hausse de la TGAP, on voit qu'elle a commencé il y a déjà quelques années, en 2019, où on peut voir que donc, la TGAP était à 17 € la tonne de déchets enfouis et qu'à l'horizon 2025, elle arrivera à 65 € la tonne de déchets enfouis. Donc aujourd'hui, 2021, nous sommes déjà à 30 €, donc il y a déjà eu une hausse depuis 2019, mais la marche est encore haute puisqu'on va avoir plus 35 € à porter à l'horizon 2025. Sachant que cette taxe ne représente pas l'intégralité du coût de traitement des déchets à enfouir. Pour vous donner une idée, donc en 2021, chaque tonne enfouie coûte 103 € à la communauté de communes.
Donc, ce qui montre bien la nécessité aujourd'hui d'aller vers la réduction des déchets. Et donc, un autre point également significatif sur cette hausse des coûts, c'est la hausse des coûts du recyclage des déchets qu'on va retrouver en déchetterie. Alors, une hausse de coûts qui est liée notamment à des hausses de coûts de marché, les coûts de marché de transport ou les coûts de marché de traitement. Donc là, vous en avez quelques exemples. Donc, les encombrants, qui sont les tout venants en déchetterie, le bois, les déchets dangereux ou le fibro qui est l'amiante qui est collecté de manière ponctuelle sur certaines de nos déchetteries. Alors aujourd'hui, les investissements ne peuvent pas se penser qu'à l'échelle de la communauté de communes. C'est pour ça que les investissements sont mutualisés, notamment pour pouvoir optimiser les coûts. Donc cette mutualisation, elle a déjà commencé au 1er janvier 2021 avec la mise en place donc, du quai de transfert de Bouvron. On en parlait tout à l'heure, là où sont acheminés notamment nos emballages et nos ordures ménagères. C'est aussi des investissements qui sont en cours, des projets qui sont en cours avec donc, le futur centre de tri de Cholet qui va trier donc, futurement, qui triera donc, tous les emballages issus de nos bacs jaunes. Et devront s'envisager aussi des investissements, là encore on l'a évoqué tout à l'heure, avec la fermeture du centre d'enfouissement de Tréfieux à l'horizon 2025. Donc dans ce contexte, nos enjeux aujourd'hui ils sont très forts. Et les objectifs sont bien de trouver un point d'équilibre, à la fois pour maintenir la qualité du service, pour respecter toutes les exigences environnementales qu'on a pu voir précédemment, donc qui grandissent aujourd'hui, et tout en conservant un coût acceptable pour l'usager. Donc pour ça, on a plusieurs leviers d'action pour pouvoir répondre à ces objectifs. Tout d'abord, des modalités techniques, et notamment des modalités techniques de collecte, qui ont d'ailleurs déjà été mises en place sur le territoire. La réduction des déchets, évidemment. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Et enfin, évidemment, la gestion des coûts. Donc sur ce premier levier de la gestion des coûts, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le budget déchets est un budget annexe, donc qui doit être à l'équilibre. Donc le coût et les recettes doivent s'équilibrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour pouvoir arriver à l'équilibre, c'est une hausse de 28% sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui est nécessaire. Et donc si on continue sur cette trajectoire-là, avec des productions de déchets qui restent à l'identique, c'est une hausse de 10% de la redevance des enlèvements d'ordures ménagères qui devra être effectuée tous les ans. Donc d'où l'importance aujourd'hui d'aller vers cette réduction de notre production de déchets. Et ce qui nous amène naturellement au second levier, donc qui est la réduction des déchets, avec des éléments qui ont déjà été mis en place sur le territoire. Alors je laisse la slide passer pour vous montrer ça. Voilà. Donc la réduction des déchets, c'est effectivement un enjeu collectif. Donc certaines choses déjà mises en place sur le territoire. Donc on en a un peu parlé. Je pense à la vente des composteurs, à l'aide à la location de broyeurs ou encore à l'aide à l'achat de kits mulching. Donc là, on est plutôt sur le flux déchets verts pour éviter que ce flux déchets verts aille vers les déchetteries. Des actions de sensibilisation et de prévention auprès du plus large public possible. Alors, il y a des choses qui ont été faites dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets qui a eu lieu cette année entre le 20 et le 28 novembre. Alors, malheureusement, certaines animations ont dû être annulées pour les conditions sanitaires, mais pour autant, il y a bien des choses et des événements qui existent et qui doivent continuer à exister. Et évidemment, des gestes au quotidien, tels que l'achat en vrac, la réparation ou la donation. Et donc le troisième levier, qui a déjà été enclenché sur le territoire depuis le 1er janvier 2021, avec l'évolution des modalités de collecte, donc qui a commencé avec la mise en place des extensions de consignes de tri et donc la distribution des bacs jaunes. Donc le constat qu'on fait, donc ça, ce sont les chiffres arrêtés à fin octobre 2021, comparés avec les chiffres arrêtés à fin octobre 2020. Donc on voit qu'il y a 9% en moins d'ordures ménagères qui a été collectée. 9%, ça représente 455 tonnes d'ordures ménagères qui ne sont pas parties justement en enfouissement vers Tréfieux. Donc force est de constater qu'une adaptation des collectes aussi était nécessaire au vu de cette diminution des ordures ménagères. Donc c'est pourquoi
en septembre de cette année, on est passé donc à ce qu'on appelle la C05, donc à une collecte tous les 15 jours des ordures ménagères. Donc notamment une action qui permet de réduire les carburants et évidemment diminuer les gaz à effet de serre. Et donc, on l'a vu au tout début, mais c'est vrai que là, on s'est concentré sur les modalités de collecte liées aux déchets, donc collectés en porte-à-porte, mais ce n'est pas l'intégralité aujourd'hui des déchets que l'on collecte. Donc, il y a des vraies actions à porter sur les déchetteries, puisque c'est quand même le poste majoritaire et c'est l'endroit aujourd'hui où on collecte le plus de déchets. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui existent déjà, je pense sur la déchetterie de Missillac ou encore sur la déchetterie de Saint-Gildas-des-Bois, avec notamment des caissons recycleries, donc qui permettent de mettre en place des actions de réemploi, donc de détourner les déchets, ou encore des réflexions donc là, qui sont menées à l'échelle de la commune, et notamment de la commune de Pontchâteau, avec la réflexion sur une matériothèque. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Alors, je suppose que cette deuxième partie suscite forcément des questions, des remarques, des compléments d'information. N'hésitez pas à intervenir. Peut-être pour lancer, j'ai une question en ligne. Est-ce que les distributeurs payent cette taxe? Je pense qu'il s'agit de la TGAP. Est-ce qu'eux aussi payent cette taxe? Alors non, ils ne payent pas la TGAP, en tout cas, qui ne s'appelle pas comme ça. Par contre, ils ont des malus aujourd'hui en fonction de la quantité justement d'emballage qu'ils souhaitent mettre sur leurs produits. C'est des malus qui vont s'appliquer. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui, vous avez annoncé une augmentation conséquente de la redevance. Est-ce que dans cette augmentation, vous prenez en compte la baisse des tonnages qui a été constatée? Alors, la proposition d'augmenter effectivement 28%, qui sera validée très bientôt en conseil communautaire, c'est bien évidemment pas de gaieté de cœur qu'en tant qu'élu, on prend cette décision. Mais c'est vraiment une décision qui est responsable au regard de ce qui vous a été présenté effectivement, à la fois de l'évolution très importante de la TGAP et aussi de manière très exceptionnelle, et nous étions malheureusement pas les seuls, c'est-à-dire un tiers des collectivités au niveau national qui en 2021 ont été obligés de faire appel au budget général pour venir compenser le budget net du service déchets. En clair, effectivement, nous avions un budget qui était déficitaire si le budget général ne venait pas compenser. Or, un budget annexe doit par lui-même être en équilibre à un moment donné. Donc ce choix, effectivement, de relever de 28%, soit 1 euro par foyer et par semaine, c'est très clairement, effectivement, une remise à niveau financière. Et je réinsiste sur les propos que Mme Froger vous a donnés. C'est que si on ne change rien aujourd'hui, on pourrait être contraint, dans les années à venir, de continuer à augmenter. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, et c'est bien pour ça qu'on a aussi voulu faire ces réunions, pour que l'information diffuse le plus. Si, des décennies étant, on s'est moins préoccupé, effectivement, sur ces modes de traitement de déchets, de notre façon de consommer, il y a un enjeu phénoménal, effectivement, si on veut contenir les coûts à l'avenir. Bonsoir. Avons-nous réfléchi à mutualiser en fait, à une déchetterie commune au territoire? Est-ce que ça serait pertinent ou pas? Je ne sais pas, au vu des coûts d'une construction. L'idée, ce serait d'avoir un outil plus performant en termes de mode de tri, de communication. Je ne sais pas, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que les coûts associés à une telle construction seraient trop conséquents? Plus précisément, dans votre question, si vous voulez préciser les choses. L'idée serait de faire une déchetterie mutualisée sur le territoire. Qu'une déchetterie sur le territoire, quoi. Alors, déchetterie, on dispose déjà sur notre comité de communes de 4 déchetteries. Est-ce que c'est pas déchetterie, sans compter effectivement la plateforme de compostage qui est sur une plateforme mutualisée entre notre collectivité et celle d'Estuaire et Sillon. Beaucoup de collectivités aujourd'hui, pour un niveau d'habitants tel que nous, n'ont pas 4 déchetteries, non pas 3, mais très souvent seulement 2 déchetteries. Ce sont des choix qui ont été faits aussi là, il y a 10-15 ans, à un moment donné, de pouvoir offrir un service le plus large possible à la population. En soi, c'était louable, mais pour autant, ce sont des infrastructures qui coûtent cher et qui
et on y viendra de plus en plus à expliquer ce point-là, c'est aussi des coûts de maintenance et de gardiennage qui sont importants. Si jusqu'à un passé assez récent, on parlait de gardiens de déchetterie, on parle de plus en plus aujourd'hui d'agents valoristes. Et tout à chacun, quand on vient sur une déchetterie, on apprécie d'être guidé par l'agent qui est présent pour avoir un petit conseil, savoir où on doit déposer tel ou tel déchet. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir suffisamment avoir de moyens humains, effectivement, pour nous guider de telle manière qu'il n'y ait pas d'erreur de tri sur ces hauts de quai. Pour les raisons qu'on vous a expliquées tout à l'heure, parce que lorsque le tri est bien fait, on peut peut-être pas avoir des recettes, mais au moins ne pas avoir de charges, comme effectivement le conteneur du tout venant qui, lui, nous coûte, et un projet le rappelait, 103 € la tonne à enfouir, effectivement. Donc, on n'est pas aujourd'hui sur le fait de réfléchir à des déchetteries encore plus proches, mais c'est plus de rationaliser, effectivement, cet outil. Ouais. Mais ce sont des questions aujourd'hui qu'on se pose. Donc, nous avons les 4 déchetteries que vous connaissez, effectivement. Oui, j'ai une question. On a beaucoup parlé en termes de pourcentage. Moi, j'aime bien quand on parle aussi en termes de valeur absolue. Quel est le budget des déchets ménagers et quelle est la valeur de l'augmentation d'équilibre qui doit être mise en place? Alors, le budget que l'on va voter en 2022 va s'approcher effectivement des 5 millions d'euros aujourd'hui. Les recettes, telles qu'on vous l'a évoqué tout à l'heure au travers de la redevance, représentent 83% de ce budget. Le fait effectivement de proposer une augmentation de 28%, effectivement, ça représente effectivement, grosso modo, 700 à 800 000 euros d'augmentation effectivement de cette redevance. Je vous mets en parallèle, c'est-à-dire qu'on approche aujourd'hui les 5 millions d'euros de budget, de ce budget annexe, alors que notre budget général de la collectivité est entre 11 et 12 millions d'euros. C'est un poids énorme, ce budget, effectivement, du traitement et de la collecte des déchets. Il y avait tout à l'heure une question sur la redevance incitative. Sur la redevance incitative. Alors, avant de revenir peut-être pourquoi on n'a pas fait ce choix, peut-être pour des raisons de compréhension, il existe 3 types de paiement, effectivement, des redevances. Soit nous sommes sur ce qu'on appelle une taxe à l'enlèvement des ordures ménagères, qui repose en fait sur l'ensemble des activités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient d'usagers. Et donc, c'est une taxe qui est payée sur ce qu'on appelle différentes assiettes. Ça, c'est très clairement quelque chose qu'aujourd'hui, l'État souhaiterait voir de moins en moins mis en place. Le deuxième type, c'est la redevance à l'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est une redevance qui est payée en fonction de la catégorie de son foyer. Donc, pour le moment, nous avons 3 catégories. La catégorie 1 d'une seule personne, la catégorie 2 avec 2 personnes et la catégorie 3, donc avec 3 personnes ou plus. Donc, c'est une redevance qui est perçue effectivement en fonction du nombre de personnes dans ce foyer. Et dans l'idée, on est sur une dotation d'un container qui est proportionnée effectivement à la taille de ce foyer. Et effectivement, il y a la redevance incitative. La redevance incitative, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une redevance qui est calculée en fonction d'un forfait d'enlèvement du conteneur jaune ou du conteneur gris. Alors, suivant les collectivités, ça peut être 15 enlèvements à l'année, ça peut être 12, voire un peu plus. Et si, par contre, parce que vous êtes plus gros producteur, effectivement, dans votre foyer, il y a 18, 20, 22 passages, vous paierez un peu plus cher. Le fait d'instaurer une redevance incitative est vertueux au sens où on va regarder de plus près, effectivement, ce que l'on met dans ce conteneur. Donc, ce que l'on observe globalement dans les autres collectivités, nous sommes aujourd'hui à 170 kg et du fait, effectivement, des extensions de consigne de tri, nous allons être plutôt à 155 kg. Les autres collectivités qui sont aujourd'hui à ce qu'on appelle en RI sont descendues à 120 kg et quelquefois moins. Donc vous allez me dire, pourquoi ne pas la mettre en place et que chaque usager paye réellement par rapport à ce qu'il produit? La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la redevance incitative est malheureusement uniquement calculée sur le passage effectivement de la collecte sur le conteneur jaune et le conteneur gris. Et on laisse de côté effectivement les quantités qu'on peut amener dans les déchetteries. Or,
effectivement, ces containers représentent à peu près 200 kg par habitant et par an, alors qu'en totalité, chaque habitant en produit 650 kg. Donc on calcule effectivement une redevance incitative, mais qui ne représente en fait que le tiers effectivement des apports que l'on peut faire. Mais pour autant, et ça c'est une expression politique qui a eu lieu, je dirais, au niveau de notre bureau communautaire, on se refuse aucune réflexion effectivement pour pouvoir diminuer drastiquement ces déchets. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur ? J'ai entendu que la zone d'enfouissement de Tréfieux allait fermer en 2025. Donc je suppose que votre réflexion sur une prochaine zone d'enfouissement est en cours. Il y a quelques années, je me rappelle qu'une zone sur Pontchâteau avait été réservée. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, deux choses. La première, effectivement, quelle sera la future zone d'enfouissement ? Très clairement, et Madame Leger, vous l'exposiez au tout début, effectivement, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui est de limiter demain les centres d'enfouissement. Donc, cette perspective d'avoir un nouveau centre d'enfouissement paraît très très peu probable. Nous sommes aujourd'hui en réflexion avec beaucoup de collectivités sur ce département, voire hors département, pour avoir des réflexions soit effectivement sur le traitement des OMR, de contenants gris, voire le traitement effectivement du tout venant, pour réfléchir à des valorisations effectivement de ces parties-là. Aujourd'hui, peu de communes, j'irais, ont statué, parce que vous avez raison de le rappeler, lorsque nous avons adhéré au syndicat MITS, ça fait maintenant quasiment 20 ans, et la démarche d'ailleurs avait été, je trouve, en termes de solidarité, une démarche très intéressante, c'est qu'on avait demandé pour constituer ce syndicat MITS à 5 intercommunalités, que chaque commune puisse réfléchir potentiellement à un centre d'enfouissement à horizon 2025, comme vous venez de l'évoquer. Il a été retenu 2, 3, 4 centres potentiellement qui étaient en capacité d'accueil. Et aujourd'hui, compte tenu, je dirais, de cette disposition, je dirais, législative, on va s'acheminer petit à petit à regarder de plus près si ces sites qui, eux, avaient été éventuellement retenus, validés dans des documents d'urbanisme, peuvent évoluer du fait, effectivement, qu'on ne sera pas dans ces hypothèses-là. Alors, j'ai 2 questions qui viennent d'Internet. Est-ce qu'un lieu avec des outils et des machines techniques mises à disposition de la population pour réparer, fabriquer et recycler des objets adossés aux déchetteries est-il envisagé ? Alors, cette question est intéressante parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que nous avions 4 déchetteries. Certaines collectivités ont aujourd'hui mis en place et travaillent sur ce qu'on appelle les déchetteries de nouvelle génération. On a depuis maintenant quelques décennies effectivement constitué des lieux effectivement de dépôt de nos déchets qui sont uniquement des lieux de dépôt. Des déchetteries de nouvelle génération, c'est l'idée à un moment donné qu'on rentre sur un espace où on pourra, dès lors qu'on rentre sur ces espaces-là, potentiellement trouver une possibilité de réparer effectivement l'objet qu'on souhaite emmener en déchet. Dans un deuxième temps, un espace où on pourra trouver, ce sera une zone de don, ça sera très certainement de la gratuité effectivement sur ces produits qui seraient redonnés. Récupérer un objet, parce qu'on est un peu bricoleur, un morceau de bois, une roulette, différents objets qu'on peut trouver une utilité. Et ce sera qu'au final qu'on viendra déposer effectivement l'objet en se disant, de toute façon, il n'a pas d'autre utilité que d'être effectivement recyclé. C'est intéressant parce que le syndicat mixte a déjà, et peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir, testé sur l'ensemble de nos déchetteries, c'est quand même 17 déchetteries au sein de ces 5 intercommunalités, des zones test l'espace d'une semaine. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur 2800 à 3000 kilos déposés en semaine, 2400, 2500 ont été récupérés par des usagers. Alors, l'histoire ne dit pas si ces 2400, 2500 kilos ont été rapportés la semaine suivante, 15 jours ou 3 semaines après, mais ça montre quand même à un moment donné que tout ça, chacun, on serait intéressé potentiellement de redonner une vie effectivement à un produit qui a été déposé. Donc, il va falloir qu'on s'en inspire.
Alors bien sûr, ce sont des investissements qui sont aussi conséquents à porter. Alors j'ai d'autres questions. Peut-être, non, il y avait quelqu'un dans la salle. Pardon, je me lance. Pourquoi ne pas rendre incitatif aussi l'accès à la déchetterie avec un compte usager? Les premiers kilos sont au prix normal, puis ça augmente de façon progressive au-delà d'un certain seuil. C'est une très bonne question, effectivement, mais il y a des modalités aussi techniques à mettre. Pour le moment, effectivement, nos déchetteries sont ouvertes. On peut y venir autant de fois qu'on le souhaite. Mais très clairement, si jusqu'à aujourd'hui, et ça rejoint effectivement la réflexion sur la redevance incitative, ce choix n'a pas été fait au niveau de la communauté de communes. Cette notion, effectivement, pour le payeur, on le prend comme on le veut en termes, elle est à regarder de plus près. Pour des contraintes techniques, ça semble difficilement peut-être envisageable, mais il y a peut-être une notion de fréquence de passage dans une déchetterie. C'est des choses à réfléchir, bien sûr. Une question devant. Pour répondre à ce que vous venez de dire, si on fait payer sans arrêt les gens, il y aura peut-être des déchetteries sauvages. Et vous faites bien de le dire, monsieur, parce qu'effectivement, c'est tout l'enjeu, et nous sommes quelques maires présents ce soir. On a dans nos prérogatives aussi la compétence, effectivement, de salubrité. C'est toute l'interrogation que l'on a aujourd'hui, même si, malheureusement, il y a toujours des dépôts sauvages. Et ils sont à déplorer, et nos services techniques passent malheureusement régulièrement à un moment donné. Mais tout l'enjeu, et ça a aussi été mesuré par les collectivités qui ont mis en place la redevance incitative. Donc la redevance incitative, concrètement, c'est aussi de pouvoir mettre une puce sur chaque bac, que les bacs soient fermés ou non, effectivement. Et on a vu dans certaines collectivités, effectivement, avoir plus de dépôts sauvages. Donc il y a un bon équilibre dans cela. C'est entre un équilibre, effectivement, de maintenir ces coûts, effectivement, mais de ne pas se retrouver, effectivement, avec des dépôts un peu partout. Vous avez raison. J'ai une question qui vient d'Internet. Quelle est la part du budget pour la sensibilisation, la prévention dans les écoles, les commerces? Est-ce suffisant? Et ensuite, y a-t-il assez d'agents valoristes et leur travail est-il valorisé? C'est vrai que sur la deuxième partie de la question, je parlais tout à l'heure, on parlait de gardiens de déchetterie, on parle aujourd'hui d'agents valoristes. C'est une mission compliquée. C'est une mission compliquée au sens où aujourd'hui, non seulement faut qu'ils aient l'œil, effectivement, de pouvoir conseiller chaque usager, mais quand on voit aujourd'hui les dégradations, malheureusement, effectivement, que l'on constate très, très, très régulièrement, et Christophe Gauthier, ici présent, en charge des déchetteries et de la collecte, on est tout à fait conscient. C'est très compliqué pour ces gardiens de revenir le lendemain matin, de voir dans quel état les déchetteries ont pu être laissées. Et enfin, malgré tout, sur le travail qu'on demande aujourd'hui aux gardiens, c'est aussi quelquefois des choses compliquées lorsqu'en haut de quai, 6, 7, 8, 9 véhicules s'acheminent et ils sont quelquefois obligés de faire un peu la police, effectivement, en haut de quai. Excusez-moi, j'ai oublié la première partie de la question. Sur le budget qui est alloué à la prévention, est-ce qu'il est suffisant? Alors, sur le budget prévention, donc on a notamment Nadine Guichard qui est arrivée chez nous en octobre dernier, donc exclusivement sur ce volet prévention, justement avec pour objectif de pouvoir faire vivre plus de missions, plus d'événements aussi sur ce volet-là, vraiment réduction des déchets. Donc effectivement, au sein du service aujourd'hui, il n'y a pas que la notion de la collecte et du traitement, mais est bien intégrée pleinement la notion de la prévention des déchets et des actions qu'il faut porter autour de ça. Est-ce que vous avez une idée? La question était aussi, est-ce que ça représente quelle part du budget? Alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres précis. Alors, des chiffres précis, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était sur une part qui était, il faut le dire, assez faible. Et c'est d'où l'importance de pouvoir aussi mettre des moyens humains. Et donc, d'où l'arrivée de Nadine Guichard sur ce poste-là, exclusivement sur ce poste-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, réflexions devant? Il ne faut vraiment pas hésiter. On va vous donner un micro. Vous avez parlé à un moment de la matériothèque, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, Matériothèque, c'est un projet qui est porté aujourd'hui sur Pontchâteau. Je ne sais pas si, Daniel, tu souhaites intervenir. Oui, donc c'est une réflexion qu'on a engagée au sein du comité local pour l'emploi du projet Territoire zéro chômeur de longue durée et qui, dans les prochains mois, pourra prendre finalement, pourra être concrétisé. Donc la réflexion, elle est menée aussi avec le vice-président Didier Pécaud en charge de la valorisation des déchets. Ça consisterait à regarder comment la matériothèque pourrait-elle récupérer les restes de chantier des artisans déjà, des restes de chantier même de particuliers et aussi d'intervenir en amont du tout venant. Mais ça, c'est des modalités à convenir avec la communauté de communes. En tout cas, cet équipement va bien être construit avec ces objectifs-là. Il a été, pour le cahier des charges, élaboré en lien avec le syndicat mixte Nord-Atlantique dont on parle et un assistant maîtrise d'ouvrage qui a fait travailler au sein de groupes de travail les personnes privées durablement d'emploi, les entreprises, les collectivités étaient là et donc on a un cahier des charges qui est quand même très solide et un porteur de projet privé va construire cette matériothèque que nous louerons au sein de l'entreprise qui va s'appeler Espacea. Espacea louera cet espace et les personnes qui seront attachées à ce lieu donc vont être formées aussi pour pouvoir faire cette activité. Donc on espère rentrer et s'inscrire dans cette chaîne qu'on évoquait tout à l'heure, d'éviter, de détourner du tout venant tous ces éléments et faciliter leur réemploi. Mais qui sont des constats aujourd'hui faits par des professionnels, hein, des fins de chantier. On observe énormément effectivement de choses malheureusement qui terminent dans des conteneurs, dans des déchets, alors que effectivement la BEC a un tout petit défaut potentiellement. Elle peut être utilisée si c'est pas un usage effectivement sur une maison directement, un garage potentiellement. Et il en va également sur des gravats en fin de chantier potentiellement qui peuvent être utilisés. Donc c'est une démarche très intéressante. Il y a une question devant. Oui, je suis d'accord avec vous sur les matériothèques. Il y a aussi potentiellement, lorsqu'on fait un déménagement, les cartons peuvent être très bien récupérés et réemployés, si c'est bien fait. Par contre, ma question posée sur le centre de valorisation Cholet, c'est ça ? Oui. Je voulais savoir si son coût de construction et de mise en route a déjà été payé ou est-il intégré dans les futures charges qu'on payera ? Alors, c'est deux choses. Le fait qu'il soit positionné à Loublanc précisément, donc ça fait à peu près 110-120 km, un peu moins de Pontchâteau. C'est ce qui a aussi suscité notre réflexion sur la mise en place des quais de transfert. Donc en fait, le fait de pouvoir mutualiser cet équipement à 13 collectivités, 1 million d'habitants, une des raisons de notre adhésion à ce projet-là, elle est aussi la péréquation sur les frais de transport. C'est-à-dire que l'on soit comité de communes de Pontchâteau, que l'on soit de Nozay, qu'on soit de Cholet, qui sont pourtant à 15 ou 20 km, on paiera le même tarif de transport. Parce que tout l'intérêt effectivement des collectivités qui en étaient très proches, c'était, et ça a été évoqué tout à l'heure, d'arriver à massifier effectivement, je dirais, le traitement à un moment donné. Aujourd'hui, effectivement, j'oserais dire que ce n'est pas intégré dedans, mais en sachant qu'on a déjà des coûts de traitement de cette collecte sélective et les perspectives qui sont portées aujourd'hui du fait qu'on arrive à massifier, on est dans l'espoir aujourd'hui d'être légèrement inférieur que ce que nous proposent aujourd'hui les prestataires. C'est tout l'intérêt de la maîtrise publique, effectivement, mais bien évidemment, ce sont des projets d'ampleur, hein. Ce sont des très très gros budgets. Je vous remercie pour cet éclaircissement. Vous parliez de la responsabilité sur la salubrité, notamment qui incombait au maire, ce qui est très important. Je salue le progrès, là où on ne met plus qu'un enlèvement tous les 15 jours. C'est vrai qu'au niveau CO2, au niveau carburant, c'est bien. Je pense que c'est très bien aussi en hiver, puisque en hiver, la température fait qu'il y a moins de nuisibles, moins de développement, moins de décomposition. Par contre, qu'en est-il en été ? Qu'est-ce qui est prévu notamment pour, par exemple, les chambres d'hôtes qui ont beaucoup plus de personnes et de production de déchets
du coup, même s'il valorise ou trie, sur la période estivale où il peut faire très chaud, enfin très chaud, restons raisonnables, mais il fait bon chez nous. Et donc là vont se développer, vous savez très bien, donc des insectes, des nuisibles qui peuvent arriver, autres types rongeurs. Donc qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? Ou qu'est-il prévu? Très chaud, je ne sais pas, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui viennent de d'autres régions de France en se disant on est en climat tempéré. Plus sérieusement, effectivement, ça fait appel à ce qu'on appelle les professionnels. Alors oui, peut-être deux réponses à cela. Déjà par le détournement des déchets fermentescibles, parce qu'on sait que ce qui va être odorant en majorité, on va être sur les déchets fermentescibles, donc d'où aussi l'intérêt et le tri, l'obligation du tri à la source d'ici 2024. Pour ça n'arrive pas non plus par hasard et répond en partie à cela. Et effectivement, pour les gros producteurs aujourd'hui, les gros producteurs de déchets et notamment en termes de saisonnalité, en termes de salubrité publique, effectivement, peut se conserver une collecte hebdomadaire. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à cela, le détournement vraiment des déchets fermentescibles est la première réponse. On peut citer peut-être quelques exemples. On évoquait tout à l'heure la prestation de compost in situ. Les collèges, les écoles qui se sont lancées dedans, tout naturellement, ont vu effectivement réduire leur capacité de containers. Ils se sont rendus compte qu'on diminuait très fortement, effectivement. Donc ce sont des démarches qu'on va engager. C'est dans les 2 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a une question devant? Bonsoir. Puisqu'on parle de conteneurs, je voudrais savoir s'il y a une réflexion de mener contre toutes ces poubelles qui restent en permanence sur les trottoirs. Et Dieu sait s'il y en a, et on a donc doublé le nombre avec les bacs jaunes. C'est précisé dans notre règlement. Et effectivement, on a bien précisé que ces conteneurs doivent être mis la veille au soir. Mais je sais bien. Et on a de cesse de répéter effectivement aux gens. Alors, on a amélioré les choses, si je puis dire, entre effectivement ce conteneur jaune ou les chapelets de sacs qu'on pouvait avoir à une époque, effectivement. Mais ceci dit, effectivement, c'est une question de correction, de bien vivre ensemble, effectivement. On le rappelle régulièrement dans nos bulletins municipaux. Éventuellement, on intervient plus précisément, effectivement, au niveau des particuliers. Mais je vous rejoins, effectivement. Voilà. C'est des comportements qui ne sont pas normaux. Madame, vous voulez poursuivre peut-être? On va vous donner la parole après. Disons qu'il en est même de l'ordre de la sécurité de déplacement des piétons. Donc je pense qu'il y a une urgence à considérer ce problème quand même. Non, mais j'entends bien, y compris, je profite de votre question pour dire aussi, c'est sur la façon de présenter un peu le conteneur qui, là aussi, aide fortement les équipes lorsqu'ils sont bien présentés, parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, effectivement. Alors, en ville, je trouve que effectivement, Madame a raison, on retrouve des poubelles un peu partout parce que les gens ne savent pas où les mettre. On n'a pas eu de calendrier très précis pour les bacs gris. Moi, j'ai regardé les voisins, on a discuté, mais dans le centre-ville, il y a des gens qui ne savent pas. Alors, je pose la question, est-ce qu'on attend qu'il y ait des rats? Est-ce qu'on attend que ça se réparte? Avec le vent, les bestiaux, les chiens, les chats, on retrouve des ordures partout sur les trottoirs. Madame a raison, quand les gens passent avec des poussettes ou des choses comme ça, ils sont obligés de slalomer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne serait pas possible, comme dans certains secteurs de la France, de faire des points verts, si vous voulez, où les gens vont mettre leurs poubelles et puis on passe avec une grue et on ramasse le tout. C'est une question que je pose. Plusieurs parties dans votre prise de parole. Effectivement, sur les calendriers qui ont été distribués pour le passage à 6,05 de septembre, il y a eu très clairement des loupés. On en est tout à fait conscient. Ils vont bientôt arriver. Je n'ai pas la date précise. Alors ils vont arriver fin de semaine prochaine, début qui est la semaine 50, à partir du 16 décembre, à partir de jeudi 16, ils vont arriver. Cette fois-ci de manière nominative. Donc effectivement, on a simplifié ces calendriers pour qu'il n'y ait plus qu'un calendrier par secteur.
Donc la difficulté, c'était que du fait qu'on n'ait pas les mêmes circuits de collecte en bac jaune et en bac noir, ça démultipliait en fait le nombre de secteurs. Mais donc là, l'objectif, c'était bien que chaque usager puisse avoir un calendrier avec son jour d'ordure ménagère et son jour de bac jaune sur un même calendrier et pas ce qu'on a pu voir effectivement en septembre. Donc à partir du 16 décembre, vous devriez recevoir de manière nominative, puisqu'ils sont distribués en fait par secteur ces calendriers. Donc avec une clarté beaucoup plus intéressante. Voilà, exactement. Notamment par rapport à la commune où nous sommes ce soir, sur Pontchâteau, où il y avait quand même 7 secteurs différents. Oui, où effectivement Pontchâteau était la commune où il y avait le plus de secteurs, à la fois en ordure ménagère et à la fois en bac jaune, ce qui compliquait fortement tout à fait la lecture de ce calendrier. Et j'en profite pour rappeler aussi que donc il y a une cartographie interactive qui est disponible sur le site internet, donc qui va également être mise à jour semaine 51-52. Avec les nouveaux calendriers. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter cette carte interactive. Et sur la deuxième partie de votre question, ça répond un petit peu à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On ne se refuse aucune piste, effectivement. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on peut appeler les colonnes enterrées ou ce genre de points qui sont déjà développés. Alors là aussi, c'est des enjeux financiers. Juste vous donner un chiffre, hein, on est sur du 100-120 000 euros si on devait seulement doté d'un espace effectivement de colonnes enterrées dans nos 9 communes. Donc c'est aussi des enjeux financiers. Pour autant, on est en train de réfléchir aujourd'hui parce que c'est aussi des compromis, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de sécurité et puis de salubrité d'une manière générale. J'ai une question qui vient d'Internet. Peut-être, allez-y madame avant, vous avez le micro. Je reviens un petit peu au point de collecte, comme vous dites là, qui pourrait être enterrée. Des colonnes enterrées, oui. Oui, absolument. Parce que le problème que nous voyons sur Pontchâteau, c'est qu'il y a nombre de petits collectifs qui ont été faits dans de l'ancien et les gens n'ont pas ce qu'il faut pour mettre leur poubelle. Donc, ils ont toujours la poubelle sur le trottoir. Et il y a une rue particulièrement là qui descend vers la gare. Quand on se promène, il y a toujours des poubelles. Il y a cet aspect-là. Et il y a un autre aspect qu'on connaît particulièrement bien. C'est un petit collectif qui a bien sa cour pour mettre ses poubelles. Mais malheureusement, ça fait depuis... Alors, nous, on a participé à la demande. Depuis le mois de janvier, on demande à ce qu'il y ait davantage de poubelles, parce que pour 8 appartements, il y a 3 petites poubelles grises. Et c'est comme ça que sur ce trottoir, vous retrouvez plein de sacs à côté des poubelles, parce que ces sacs étaient tout simplement dans la cour, éventrés par les chats. Donc les locataires ont fini par tout mettre dans un grand sac, enfin dans plusieurs sacs, et les ont mis sur le trottoir en attente. Ils y sont depuis, je dirais, 15 jours. Mais vous avez raison au sens où aujourd'hui l'habitat il peut être très récent, il peut être plus ancien. Dans les nouveaux projets aujourd'hui, et lorsqu'on travaille soit avec des lotisseurs ou soit que des lotissements sont portés par les communes, à la mesure du possible, on se rapproche du service. Parce que vous avez raison, si ce n'est pas anticipé, on n'aura pas créé l'espace voulu effectivement pour déposer ces containers et on arrive au résultat que vous évoquez. Maintenant, il y a le bâti plus ancien effectivement où il faut qu'on trouve ces solutions-là. Maintenant, si concrètement sur des zones il y a effectivement une défaillance de capacité de conteneurs, on va y regarder de plus près. Mais ça, c'est à regarder secteur par secteur effectivement. On va peut-être redonner la parole aux internautes. Oui, c'est ça. Alors j'ai 2 questions. Enfin, une qui est une remarque et qui est en lien aussi. Quid des poubelles jaunes qui, en période hivernale, tombent avec le vent et laissent des déchets partir au vent. Et idem pour l'été, des poubelles avec des déchets comme des couches en pleine chaleur. On a déjà parlé de ces questions, oui. Mais je pense important de Alors, effectivement, sur les bacs jaunes, on a eu des journées de très grand vent cet hiver où on a pu apercevoir des bacs qui se sont renversés.
Alors c'est vrai que ça, malheureusement, ces fortes intempéries, heureusement, on n'y est pas confronté systématiquement. Il faudra sans doute qu'on regarde sur les prochains bacs jaunes. Alors c'est vrai que maintenant ce sera pas dans un futur forcément imminent, mais de regarder le poids, peut-être le poids du bac. Fort heureusement, ce n'est pas tous les jours, et on est vraiment sur les moments où on est sur des très gros jours de vent. Après, effectivement, sur la question donc des couches par rapport aux ordures ménagères, c'est vrai que c'est un déchet qui va être odorant. Il y a aujourd'hui des possibilités alors bon, on va pas aller de nouveau sur le volet prévention, mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion un peu d'en faire de le mettre en lumière, mais des solutions comme des couches lavables, ou pour essayer d'aller vers cette diminution, y compris de ce type de déchets, même si on a tout à fait conscience que c'est pas forcément le plus évident, et que ça reste un déchet qui est odorant et qui peut être en quantité importante. J'avais ensuite une question, c'est, alors on y a répondu en partie, mais peut-être préciser, comment sont acheminés les déchets à Cholet, et est-il possible par le fret pour éviter les émissions de gaz à effet de serre liées aux camions? Pour améliorer le bilan carbone. Alors pour le moment, on n'achemine pas à Cholet. Donc ça sera horizon effectivement de 2024. Malheureusement aujourd'hui, le fret ferroviaire ne permet pas effectivement de pouvoir acheminer à Loublande précisément correctement. Ça nécessiterait effectivement des plateformes de reprise effectivement, donc qui généreraient des coûts encore plus importants effectivement. Et peut-être juste redire en 2 mots le fonctionnement des quais de transfert. Oui. Fonctionnement de quais de transfert, je peux le révoquer effectivement. C'est l'idée d'avoir au plus proche effectivement de nos 5 comités de communes un espace où on vient déposer le verre, le tout venant, les ordures ménagères résiduelles, carton qu'on a également, de telle manière qu'on vienne à massifier l'ensemble de ces dépôts, de telle manière que mathématiquement, on mette l'équivalent de 3 bennes à ordures ménagères dans un conteneur, dans un semi-remorque, ou dans ce qu'on appelle un fond mouvant, un FMA, un fond mouvant automatique. Alors, on n'a plus de questions en ligne, donc n'hésitez pas aussi à ceux qui nous regardent poser des questions. Il y a une question devant. Est-il envisagé de travailler peut-être avec les commerces et les entreprises pour améliorer le recyclage des cartons? Parce que clairement, quand on est commerçant, on reçoit beaucoup de choses en gros conditionnement, en carton, et malheureusement, c'est aujourd'hui peu valorisé. Donc, est-ce qu'il est envisagé d'avoir une filière un peu plus développée pour cette production? Je vous renverrai un peu la question si vous êtes commerçante. Et vous avez des filières déjà un petit peu d'identifier avec qui vous travaillez? Oui. Reprenez le micro s'il vous plaît. Clairement, nous, on est engagé très fortement dans le tri et la valorisation de nos déchets. Donc, on a déjà une production de compost. On réduit à la source, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, la filière carton est inexistante. Donc voilà. Donc c'est un vrai besoin. Le verre, on est en apport volontaire. On suit les filières qui sont à notre disposition, mais celle-là, je trouve, est manquante. Et c'est vraiment un déchet qui, là, on est limité sur notre action, puisque c'est voilà, même si on achète en vrac, même si on achète, il reste une production de carton qui est non négligeable. Qui est importante. Alors c'est vrai que y compris pour les professionnels aujourd'hui, les déchetteries sont donc ouvertes aux professionnels et permettent de déposer et d'acheminer leurs cartons. Qui sont après, qui partent au même titre que les déchets des particuliers vers les filières de valorisation. Mais je suis pas sûre d'avoir correctement répondu. C'était l'interrogation de savoir où les déposer aujourd'hui en tant que professionnel. Oui, c'est clairement nous on dépose à titre professionnel, mais je pense qu'il y a, on peut communaliser le professionnel et le particulier, c'est-à-dire le déchet, le carton qui va être autant produit dans un déménagement ou c'est du carton propre. Donc voilà, c'est pas du carton souillé. Donc derrière, il y a vraiment peut-être d'autres filières, peut-être de réusage, de réemploi à envisager, et pas uniquement du recyclage matière.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui, cette filière-là va exclusivement vers des filières de recyclage, pas vers des filières de réemploi. Après, pourquoi pas réfléchir entre gros producteurs de carton, parce que c'est vrai que les usagers vont pas forcément avoir la même quantité de production. Peut-être une réflexion à mener entre gros producteurs de carton et de mutualiser éventuellement soit de mutualiser des filières dans certains cas, ou alors un peu ce qu'on entre dans la notion de l'économie circulaire, le déchet des uns est une ressource pour les autres, et de réfléchir à l'échelle du territoire à ce qui pourrait être intéressant pour une autre structure. C'est vrai que ça, dans les missions de sensibilisation et de prévention, c'est des questions auxquelles on pourrait se poser et sur lesquelles il ne faut pas hésiter effectivement à nous solliciter. Mais le monde du déchet, vous me faites penser à cela, effectivement, c'est à la fois, je dirais, culturellement, il va falloir changer ses habitudes, il va falloir aussi être imaginatif. Donc certains commerçants aujourd'hui se sont équipés d'appareils pour venir compresser effectivement leur carton. Là, on travaille de manière tout à fait récente avec le CERPS, le club des entreprises effectivement de la région de Pontchâteau-Saint-Gilles-des-Bois. L'idée est en train de germer aujourd'hui aussi de pouvoir mutualiser effectivement ce type d'équipement. Mais c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui. Et j'irai au-delà effectivement de ces solutions qu'on pourrait être amené à travailler. Juste vous repréciser que le carton, c'est très clairement, lorsqu'on parlait de revente de matériaux, un des enjeux aussi que l'on a. Parce que s'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on avait des prix de reprise qui étaient relativement intéressants. On était sur une base de 60 € la tonne. Il y a 1 an de cela, ce n'était plus 60, c'était pas 30, c'était 0 et on voulait nous faire payer. Et tout simplement, mais ça je pense que vous n'allez pas être surpris des raisons, c'est qu'on a envoyé ça en Asie. Les continents tels que l'Asie ont dit stop, vos déchets, vous vous débrouillez avec. Et c'est là où on pointe du doigt des décisions qui ont été prises aussi de longue date, qui fait qu'on a cherché quelquefois le meilleur prix ou le moins cher possible, effectivement, sans se soucier effectivement du traitement. Et malheureusement, sur un certain nombre de produits aujourd'hui dont on a des débouchés qui sont sur d'autres continents, ces continents aujourd'hui se ferment, mais entre-temps, on a mis à mal toute une industrie française et européenne qui n'est pas là. Et ce n'est pas un claquement de doigts qu'on va du jour au lendemain réinstaller effectivement ces possibilités-là. Donc on est sur un travail aussi de longue haleine. Là-dessus, on a une suggestion de quelqu'un d'Internet qui a appris que la société Knof Circular de valorisation du polystyrène, donc on parle du polystyrène et pas du carton, propose ses services à tout organisme privé et public qui souhaite revaloriser leurs déchets. C'était dans la même... Non, je ne connais pas, effectivement. Donc, si cette personne peut nous envoyer les coordonnées. Exactement, il y a un lien qu'on pourra mettre dans les On est preneur des coordonnées, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Internet? On n'a plus rien, il ne faut pas hésiter. Allez-y, monsieur. Concernant les commerçants, est-ce que vous avez des contacts directs avec soit leurs associations ou directement avec eux pour essayer de voir comment gérer leurs déchets? Je pensais notamment aux déchets organiques. On a des commerçants qui sont primeurs, on a des grands magasins qui ont des fruits, des légumes qui vont à la poubelle. Comment, ne serait-ce que ça, comment est-ce géré? Est-ce que l'intercommunalité a regardé quelque chose là-dessus, du compostage plus important ou autre? Pour le moment, ça reste des initiatives un peu individuelles. Mais à l'instar un peu de ce qu'on vient d'engager avec le CERPS, il est tout à fait intéressant effectivement de pouvoir travailler avec des représentants effectivement des commerçants pour trouver des solutions effectivement et les guider peut-être effectivement sur des solutions que l'on peut avoir. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ne repartez pas avec vos questions, hein, surtout. Il ne faut pas hésiter. Oui, pour moi, c'est ce que retient le citoyen moyen de la Comcom, c'est sa redevance, le niveau de sa redevance. Et je remarque quand même que ça relève que de 43% de la chaîne totale. Et est-ce qu'en matière de communication, il y a des choses de prévues? J'allais dire le plus simplement possible pour dire qu'il n'y a pas que le prélèvement, l'enlèvement, il y a tout ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, ça se résume au coût payé.
Alors c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire ce soir justement avec ces réunions publiques qui est la troisième. On a été à Missillac et à Saint-Gildas. Alors c'est vrai qu'on a eu assez peu de monde. Peut-être y a-t-il beaucoup de monde derrière l'écran et on l'espère. Mais voilà, tout à fait. L'enjeu de la communication est primordial pour pouvoir expliquer, je pense, en toute transparence et avec un vrai discours de vérité. Et c'était ce qui était souhaité. Et pour bien comprendre pourquoi on est amené aujourd'hui à ce contexte-là. Tout à fait. On entreprend, je suis vice-président au service déchets depuis 2014, investi au niveau du syndicat MITS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris deux orientations très importantes, à la fois dans l'investissement de cette quête de transfert, c'était anticiper effectivement des conséquences que l'on connaît aujourd'hui, et la mise en place effectivement du NITRI à horizon de 2024. De la même façon, on a commencé ce mandat, et notamment l'année 2021, je vous le rappelais tout à l'heure, en voulant faire cette année l'année du déchet. On a voulu le faire de manière très pédagogique, et comme vous le rappelle à l'instant, Madame Froger, c'est important de débattre de ces sujets-là. Malheureusement, lorsqu'on est réunis, et je vous remercie de votre présence, mais nous sommes 25-30 personnes, il y a aujourd'hui 36 500 habitants dans cette collectivité. Et que vont retenir effectivement les personnes de ces messages, alors qu'effectivement, il y a toute une organisation qui est prise derrière, effectivement. C'est toute la difficulté. Alors, on pourra savoir demain le nombre de connexions qu'il y a eu. Donc, ça donnera une indication. En tout cas, je trouve qu'il y avait quand même un certain dynamisme dans les questions qui ont été posées sur Internet. Donc, c'est aussi que c'est intéressant et que le sujet intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut se diriger vers la clôture de cette réunion ? Il ne faut vraiment pas hésiter, on est là, on prend tout le temps nécessaire. Pas d'autres questions, d'observations, de propositions d'ailleurs, telles qu'elles ont été faites tout à l'heure? Non? Écoutez, merci à tous de votre participation. Comme vous le voyez, je dirais c'est le défi, il est entre nos mains, d'une certaine manière aussi, sur l'avenir. Il est, et je vous le rappelle, on s'est aussi structuré à 5 intercommunalités aussi pour peser sur ces choix. Donc, on est régulièrement et aussi en échange avec les ministères concernés, parce qu'il y va aussi d'un certain nombre de réglementations qui infléchiront effectivement ces quantités de déchets. Mais merci à tous de votre participation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.